Le bonheur du présent, un présent qui passe par le passé. Radio Clédou, le bonheur du futur, l'avenir sur le potentat des ondes FM. « 101.2, la passion a toujours raison. » Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaine. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et conditions de Clédou de sa matinale, un très grand bonjour en ce vendredi matin. On dit au nom de Dieu, à cause de Dieu, avec Dieu et pour Dieu, nous sommes ensemble. Vous allez suivre le journal première édition de la matinale. Nous sommes le 19 octobre de l'an 2018. Il est 7h30 temps universel. Nous sommes deux dans ce studio. Bakary Sissé qui va présenter le journal et je suis en train de parler. Je m'appelle Abdoulaye Andan. Bakary, bonjour. Bon vendredi. Et bonjour Abdoulaye et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info. Dans ce journal, nous allons parler une fois de plus de la pauvreté, comment vaincre donc la pauvreté. La problématique était au centre d'une discussion par téléconférence dirigée depuis Washington. C'était hier ici au niveau de la Banque mondiale. C'est dans le cadre donc de la célébration de la Journée internationale pour l'éradication de la pauvreté. On en parlera dans le début, dès le début de ce journal. Et puis l'initiation des hommes des médias au premier secours initié par le CICR a pris fin hier dans un hôtel de la place à Sadiawara. Nous donnerons des précisions. L'actualité internationale, l'opposant béninois Sébastien Javon et 3 autres prévenus ont été condamnés hier à 20 ans d'emprisonnement et 5 millions de francs CFA d'amende pour une affaire de trafic de drogue. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Sissé. Une fois de plus, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 19 octobre 2018. La première session de formation de Clédou Info, je le disais tantôt, comment vaincre la pauvreté. La problématique était au centre d'une discussion par téléconférence dirigée depuis Washington autour de la table des jeunes blogueurs, membres de la société civile et des ONG, entre autres. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale pour l'éradication de la pauvreté, décrétée depuis le 17 octobre 1993 par les Nations Unies. Mariam Kamara, compte rendu. Près de la moitié de la population mondiale vit avec moins de 5,5 $ par jour, soit 2750 francs CFA. La Banque mondiale reste mobilisée pour mettre fin à l'extrême pauvreté d'ici 2030. Le Mali fait partie des pays considérés comme pauvres selon la Banque mondiale. Les progrès économiques mondiaux ont permis de réduire le nombre de personnes en situation d'extrême pauvreté, mais près de la moitié des habitants de la planète, soit 3,4 milliards d'individus, restent confrontés à de grandes difficultés pour satisfaire leurs besoins élémentaires. André-Marie Taptou, économiste à la Banque mondiale. En termes de définition, vous savez, la Banque a 2 objectifs. C'est éliminer l'extrême pauvreté d'ici 2030 et aussi favoriser la prospérité partagée. Donc le Mali, effectivement, est considéré comme un pays pauvre, mais ça, c'est en termes de bien-être des populations. Donc, lorsqu'on regarde le taux de pauvreté au Mali, où il y a un bon pourcentage de la population, plus de 40, qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Donc, de ce fait-là, le Mali fait partie des pays considérés comme pauvres, du point de vue de la définition de la Banque mondiale. La Banque mondiale va au-delà des mesures monétaires de la pauvreté. Le poids de la pauvreté pèse beaucoup sur les femmes et les enfants à travers le manque d'accès à des services convenables comme l'eau, l'assainissement, l'éducation et l'électricité. Oui, pour augmenter le bien-être des populations, même sortir de la pauvreté, donc vous avez suivi tout à l'heure notre vice-président qui mentionnait certains points. Mais déjà, il faut dire que la pauvreté est multidimensionnelle, donc il n'y a pas qu'une seule dimension. Mais aujourd'hui, on met l'accent sur l'éducation, donc le renforcement du capital humain, et de la bonne éducation, c'est-à-dire que donner les moyens à un individu de se trouver un bon emploi. Donc il faut déjà qu'il soit qualifié, donc renforcer le capital humain. Puis il a mis l'accent aussi sur la santé et que la malnutrition. Il a été très bien démontré que même un enfant qui n'a
pas bien manger ou qui est en mauvaise santé pourrait donc aller à l'école et renforcer ses capacités. En marge de cette journée, la Banque mondiale du Mali a organisé un concours entre les blogueurs du Mali sur le thème « La jeunesse africaine et les emplois de demain ». Merci Mariam Kamara. Je le disais tantôt, initier les hommes des médias au premier secours, c'était l'objectif d'une session de formation de 3 jours à l'endroit d'une vingtaine de journalistes maliens. Il a été initié par le Comité international de la Croix-Rouge CICR en partenariat avec la Croix-Rouge malienne. On fait les points avec Assa Diawara. Cette rencontre de 3 jours permettra aux hommes de médias de s'enquérir des informations nécessaires concernant le premier secours pour sauver des vies humaines. Jean-Nicolas Marty, chef de délégation du Comité international de la Croix-Rouge CICR. Il est conçu et préparé pour que notre coopération avec la presse, les journalistes, les médias se passe au mieux. Parfois, nous n'avons pas grand-chose à offrir à la presse en termes d'information, mais parfois nous pouvons aussi offrir des formations en termes de droit international humanitaire et en termes de premier secours, les gestes qui sauvent. On espère que ça ne se produise jamais, mais on ne sait pas quand on est en reportage, quand on est sur le terrain, ce qui peut se produire, que ces gestes qui sauvent, que ces apprentissages faits ici puissent un jour servir à sauver des vies. Selon Traoré Urokiatou Maïga, formateur, la Croix-Rouge œuvre pour venir au premier secours des communautés en détresse. Le premier secours, ça veut dire qu'on forme les populations. On a des brigades d'urgence sur l'ensemble du territoire qu'on forme chaque année. Que s'il arrive des catastrophes dans les communautés plus éloignées des services de santé, pour que ces secouristes-là puissent assister les populations. Parce que le premier secours, ça concerne tout le monde, parce que ça fait partie de la vie. Du côté des participants, c'est la satisfaction qui s'élisait sur les visages à l'issue de cette formation. Je dirais beaucoup de choses parce que quand on parle en fait de premier secours, en longueur de journée, les gens ne font pas attention à ces choses. Les 3 jours qu'on a suivis, que ce soit en théorie ou en pratique, j'ai beaucoup appris et surtout que ces petits gestes qu'on les appelle les premiers secours peuvent vraiment nous sauver la vie. Cette formation est venue à point nommé. Étant donné que c'est une formation sur les premiers soins, le danger ne prévient pas. Ce que nous avons appris ici va prochainement nous permettre d'intervenir, va nous permettre de sauver des vies. Le CICR compte organiser au mois de décembre prochain une formation sur le premier secours à destination d'autres couches socio-professionnelles. Voilà, merci à Diawara. Sur un autre plan, lancement, c'était hier matin, du programme d'appui au fonctionnement de l'état civil et la mise en place d'un système d'information sécurisé dans notre pays. L'initiative est du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation en partenariat avec l'Union européenne. Ce programme, financé à hauteur de plus de 16 milliards de francs CFA, vise à contribuer à l'universalité des frais d'État, Donc nous allons écouter Dr Abdul Al-Kadi, il est le directeur national de l'état civil. Il est interrogé par Mariam Kouyaté. Donc le Mali est rentré dans une ère moderne qui va consister à mettre en place un système d'état civil basé uniquement sur l'électronique. Ça veut dire qu'on aura désormais, au lieu d'avoir des registres physiques, on aura désormais des registres, un système informatisé qui, de la base, c'est-à-dire des centres d'état civil jusqu'au sommet au niveau de Bamako, où on aura une base de données biométriques avec, il y aura une interconnexion qui va consister à mettre en place des informations fiables et sécurisées de l'état civil. Ce projet consistera à redéfinir tout notre arsenal juridique par rapport à la question et renforcer le cadre juridique. Ce projet aussi consistera à dégager une grande souplesse, parce que jusque-là, on a un système d'état civil dont la transmission des faits a une longueur de durée, de plus d'un an souvent dans la transmission. On va, à partir d'un clic, transmettre les informations de la base au sommet en un clic. Ça veut dire que c'est une révolution dans le système d'état civil.
Voilà, donc là, les propos recueillis par Mariam Kouyaté, les propos du docteur Abdul Al-Kadi, directeur national de l'État civil, le lancement du programme d'appui au fonctionnement de l'État civil et la mise en place d'un système d'information sécurisé dans notre pays. C'était hier à l'hôtel Radisson de Bamako. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication au cœur du système sanitaire dans les SESCOM, un atelier de restitution et d'évaluation finale. Donc c'est tenu hier jeudi ici à Bamako dans le cadre de la mise en place du dossier médical partagé. Arunaba, compte rendu. Ce programme dossier médical partagé s'inscrit dans le cadre du projet Data Santé. Il vise à mettre en place et matérialiser le dossier médical dans les centres de santé en milieu rural. Cheikh Mansour Sy, directeur de l'ONG Santé Sud au Mali. Un médecin, quand même, c'est d'abord le patient. Il faisait plus de temps dans autre chose que sur le patient. On a réfléchi avec eux, on s'est dit pourquoi ne pas informatiser tous ces supports. Nous avons, avec ces médecins, nous avons choisi sur des critères bien précis 13 centres parmi les 21 référents maîtres de stage. Et parmi ces 13 centres, on a visité 5 où on est allé récupérer tous les supports de collecte de données. Nous avons, avec la direction nationale, validé tous ces supports de données et à l'aide d'une association qu'on appelle l'association Data Santé, nous avons transformé tout ça en langage informatique. Avec cet outil, tout est structuré pour le bonheur des patients et du personnel médical. Cheikh Mansour Sy, directeur de l'ONG Santé Sud au Mali. À la date d'aujourd'hui, on peut se réjouir qu'on a un document qui permet de coordonner les soins au niveau du centre de santé. On a un dossier qui permet le travail en équipe au sein du centre de santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un enfant rentre dans le centre de santé et que l'enfant fasse la première vaccination, c'est-à-dire le BCG, tout le reste, toute la programmation du reste de la vaccination se fait automatiquement. Et si l'enfant ne vient pas à une date, il y a un voyant lumineux rouge qui s'allume. Ça permet au médecin, à l'équipe du CESCOM de savoir qu'il y a un enfant qui devrait faire la vaccination et n'est pas venu. On peut, à travers les relais ou les agents de santé communautaire, relancer la famille parce qu'il y a le numéro de téléphone qui est là, il y a le contact, il y a le village aussi. On peut trier les enfants par village et on peut relancer l'enfant. La même chose se passe aussi pour la consultation prénatale. Quand une dame fait la consultation prénatale, le reste des rendez-vous sort automatiquement. Si la dame ne vient pas au rendez-vous, il y a un voyant lumineux rouge qui s'allume. La même chose aussi, c'est par rapport au risque de la grossesse. Quand on coche un risque de la grossesse chez la femme, le responsable du CESCOM voit qu'il y a une dame dans son centre qui a un risque. Mais tant que le responsable du centre ne valide pas ce risque, il ne peut pas éteindre sa machine. Le budget de réalisation s'élève à plus de 397 millions de francs CFA, financés en partie par l'Agence française de développement. Voilà, merci Arunaba, ce qui va nous conduire à l'actualité internationale. Je le disais dans les titres, le président béninois Sébastien Javon et 3 autres prévenus ont été condamnés à 20 ans d'emprisonnement et 5 millions de francs CFA d'amende pour une affaire de trafic de drogue dans un verdict rendu à Porto-Novo par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Aucun des prévenus n'était présent à l'audience et un mandat d'arrêt international a été émis contre eux. En République démocratique du Congo, l'attribution prévue par la loi des gardes rapprochés aux candidats à la présidentielle fait polémique à ce jour. Sur le candidat de la majorité présidentielle, Emmanuel Ramazani, en bénéficie. Résultat, 2 candidats montent au créneau. Ils se disent menacés pour leur intégrité physique, et pointe du doigt l'absence donc de protection. L'Angola a expulsé au moins 250 000 migrants congolais en situation irrégulière au cours des 15 derniers jours. Ces chiffres risquent d'augmenter et les autorités congolaises sont dépassées par la vague. Cette foule s'entasse dans les petites villes frontalières sans infrastructures adaptées pour les accueillir. Sur le terrain, les humanitaires s'organisent
organise les différentes agences des Nations Unies et les ONG sont en train d'évaluer la situation pour fournir la réponse la plus adaptée. Et puis Trump, le président américain, estime que Khashoggi est mort et menace Riyad de graves conséquences des déclarations qui marquent un net changement de ton de la part du locataire de la Maison-Blanche. Donald Trump a pour la première fois admis hier jeudi que le journaliste saoudien disparu Jamel Khashoggi était très probablement mort, menaçant Riyad de très graves conséquences si sa responsabilité était confirmée. Cela me semble bien être le cas. Donc c'est tristement, c'est dit en tout cas le président américain. L'administration américaine de son côté a donné quelques jours supplémentaires à l'Arabie Saoudite pour qu'elle explique comment le journaliste a bien pu disparaître dans les locaux du consulat d'Istanbul. Selon le New York Times, les autorités saoudienne s'apprêterait à désigner un coupable. Il s'agirait d'un général conseiller du prince héritier, selon la nouvelle version des Saoudiens présentée par le quotidien Newsweek. Donc ce général aurait reçu l'autorisation d'interroger les journalistes et l'aurait fait exécuter de sa propre initiative. Donc une affaire à suivre. Retour ici à Bamako, le Mali est-il en voie de partition? Voilà. La question préoccupe certains leaders d'opposition et sociétés civiles réunies en association sœurs du Nord et du Sud du Mali. Cette association rejette le projet de loi numéro 2018 portant création de 20 régions et un district de Bamako. Ce projet donc de loi dont l'association sœurs du Nord et du Sud du Mali est qualifié de morcellement ou découpage donc en catimini du territoire malien. Nous allons écouter Abdelkader Maïga, il est le président de cette association. Un document intitulé Projet de loi numéro 2018 ANRM portant création des circonscriptions administratives en République du Mali. Le nouveau découpage projeté dans ce document prévoit 20 régions et un district, 92 cercles contre 49 existants. 34 cercles pour le nord. Et sur les 34 cercles, Tombouctou et Gao n'ont que 13 cercles. De l'analyse de ce document, nous retenons que nos appréhensions sont maintenant fondées. L'essence de toutes ces correspondances était de sensibiliser le gouvernement du Mali, la communauté internationale, le peuple malien tout entier sur les dérives inhérentes à la signature de l'accord et à sa mise en application d'une part, et d'autre part, proposer des solutions pour parer à l'embrasement total du Mali, voire la partition même du Mali. Force est de constater que le caractère unitaire de la République du Mali est menacé par une mise en œuvre non inclusive de l'accord d'Alger qui fragilise l'État à travers ses institutions, ce qui conduira inévitablement à la partition du Mali. Nous rejetons avec force et détermination le morcellement du pays. Les raisons de ce rejet sont les suivantes. Nos autorités préfabriquent de nouvelles circonscriptions, en l'occurrence des cercles qui seront tous à dominante touareg ou arabe, au détriment des aires géographiques des autres communautés, alors que l'accord n'en parle nullement. Nous réitérons notre rejet catégorique du projet de découpage territorial du Mali en général et en particulier du nord du Mali, en cours d'élaboration, et nous exigeons le retrait de ce projet de découpage unilatéral, dangereux pour nos régions, en attendant que toutes les composantes de la nation malienne soient conviées, en temps opportun et par qui de droit, à une large et inclusive consultation dans le cadre d'une concertation nationale. Abdelkader Maïga, président de l'association Gao Lama Boré, pour recueilli par Etienne Nyaré. Le ministre des Maliens de l'extérieur de l'intégration africaine, Yaya Sangaré, dans la visite de terrain hier, il s'est rendu dans deux écoles. Il s'agit de l'école, la petite académie de Sebininkoro et l'école Immersion de Titiboukou. Cette visite l'a permis d'échanger avec les promotrices des deux écoles sur leurs conditions de travail et leur système d'apprentissage.
reportage. Nous allons écouter le ministre Yaya Sangaré, propos recueillis par Touré Obita. Deux Maliens qui ont commencé leurs études ici au Mali et qui sont passés par différentes épreuves, l'une par la France et l'autre aux États-Unis. Elles se sont toutes deux retrouvées aux États-Unis. Elles ont travaillé là-bas et elles ont pensé aujourd'hui qu'elles doivent retourner dans leur pays pour faire des investissements, surtout un investissement qui porte sur l'éducation. Ce n'est pas courant parce que les femmes les plus souvent s'intéressent soit à la pâtisserie ou à la restauration. Pour une fois, il y a des femmes qui s'intéressent quand même à l'éducation. Nous avons dit que ça, c'est des cas de réussite qu'il faut quand même valoriser. Venir aujourd'hui donc au nom du gouvernement pour d'abord les saluer, les encourager et voir des visu ce qu'elles sont en train de faire. Et ce que nous avons vu nous a beaucoup impressionné. Elles méritent respect, considération, que l'État fera de son mieux pour également sécuriser les investissements qu'elles viennent de faire. Et qui investit dans l'éducation, je pense que c'est un risque, mais ça veut dire que c'est l'amour qu'elles ont pour le pays et qu'elles veulent également porter leur pierre surtout au développement national. Parce que quand on investit dans l'éducation, je crois que ça c'est les fondations du développement. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour les encourager et valoriser ce qui est fait et voir ce que le gouvernement peut apporter et montrer au monde entier que l'image qu'on veut coller également à la diaspora malienne n'est pas la vraie image. Et qu'il y a des Maliens qui ont réussi, qui aiment leur pays et qui peuvent investir également dans des équipements politiques tels que l'école. Voilà, donc là, c'était le ministre des Maliens de l'extérieur de l'intégration africaine, interrogé par notre journaliste Abiba Touré. C'est la fin de cette édition, la première de Clé de Info. Merci de l'avoir suivi. Présentation Abdoulaye Andan à la mise en onde, au micro pour la présentation Bakary. Et si c'est tout le plaisir a été pour moi donc de vous présenter cette édition. Restez avec nous dans un instant. C'est la page Elect sur notre antenne. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaine.